Merci et bravo Frédéric pour ton engagement. Mesdames et messieurs, je voudrais commencer par saluer Madame le maire de Malmort. Un sénateur, s'il ne salue pas le maire, il commet une faute en commençant. J'ai évité de la commettre. Le sénateur, c'est l'élu des territoires. Et donc, quand il est sur un territoire, il pense en particulier et il applique son discours à ces territoires. J'ai été député aussi, donc dans des temps plus anciens, mais j'ai été maire d'une toute petite commune rurale, donc je me sens formidablement bien à la NEB. Je trouve que l'ANEL, dont je fais partie, les élus du littoral, les élus de la montagne, à part le mont d'Arguel dans la Somme, il n'y a pas beaucoup de montagnes, et le mont d'Arguel est à 110 mètres de haut, donc on n'a pas considéré que le maire d'Arguel pouvait être membre des élus de la montagne. L'idée de la NEB est une bonne idée parce qu'elle correspond à la géographie. Et l'idée d'organiser la responsabilité des élus, le regard des élus par bassin, paraît extrêmement pertinente. Et je voudrais resaluer Jean Launay, Bernard Langlais, Frédéric Molucci, qui ont eu la gentillesse de m'associer à leurs réflexions depuis le début, puisque je participe avec eux aux travaux de la NEB depuis la création, et je me réjouis d'être avec vous aujourd'hui. J'ai, à la différence de Frédéric, qui a pour elle l'avantage de la jeunesse, moi j'ai l'avantage d'une très longue expérience dans la vie publique, puisque j'ai été élu la première fois, j'avais 30 ans, et j'en ai bientôt 70, donc ça fait une quarantaine d'années que je suis maire, conseiller général, conseiller régional, etc. Et donc j'ai eu sur les zones humides, sur les rivières, les fleuves, dès le début de ma vie publique, mon canton était traversé par un petit fleuve côtier qui faisait la frontière entre la Somme et la Seine-Maritime, entre la Picardie et la Normandie, qui était lui-même bénéficiaire d'affluents. Donc ce petit fleuve côtier dans le canton posait des problèmes de crues, posait des problèmes de qualité de l'eau, et donc nous a obligés à créer des stations d'épuration progressivement. Donc j'avais une commune de 200 habitants qui avait un réseau d'assainissement. On a pu éviter le SPANC qui est venu plus tard. On a eu un réseau d'assainissement. Grâce à la loi sur les fusions de communes, on a fusionné avec la commune voisine et on a créé un réseau d'assainissement. Plus jeune encore, j'ai vu l'eau potable arriver dans la commune dans laquelle je vivais, parce que c'était avant citerne et puits. Donc vous voyez à quel point je suis vieux. On a créé, j'ai vu creuser les fossés pour y mettre les tuyaux. Donc l'eau, comme élément de richesse de la vie locale, s'il n'y a pas d'eau sur nos territoires, il n'y a pas de vie. Et si on veut que les territoires ruraux continuent de vivre, il faut évidemment que les gens qui s'y installent puissent bénéficier d'une eau de qualité et d'une eau assainie, et donc un assainissement, que ce soit par un réseau collectif ou par un réseau SPANC. Ça va de soi. C'est la base. Et on s'aperçoit que cette base souffre, parce que quand on voit dans les premiers résultats des assises de l'eau l'état du réseau national d'adduction d'eau, on se dit qu'il y a du boulot à faire et que ça va nous coûter cher et que ça va être compliqué. Je crois qu'on a parlé de plusieurs milliards d'euros pour remettre en état. On avait chiffré dans le département de la Somme, parce que je m'occupais de l'environnement dans le département quand j'étais conseiller général avant j'ai jamais été conseiller départemental. On avait calculé avec le directeur de l'environnement le coût, l'organisation des interconnexions, la sécurisation des réseaux, etc. C'était un élément indispensable. Et dans la Somme, il y a 780 communes. Donc 780 communes, s'il n'y a pas d'eau, les habitants ne peuvent pas rester. Il y a quelques services comme ça qui sont vitaux. Donc quand on parle de vie locale, l'eau est évidemment un des premiers services que la population attend. Et on peut imaginer l'angoisse des habitants quand parfois l'eau est coupée ou quand parfois l'assainissement ne marche pas comme il voudrait. Donc c'est un élément évidemment indispensable. Pour le reste, l'eau, elle était évidemment indispensable pour le monde agricole et indispensable pour le monde industriel. On dit toujours qu'une vache coûte je ne sais plus combien de litres par an, mais beaucoup de litres par an pour qu'elle produise du lait, il faut lui donner beaucoup à boire.
Mais dans les endroits où il faut irriguer, et maintenant on irrigue même dans la Somme, parce qu'on ne fait pas de légumes dans la Somme si on n'irrigue pas. Pourtant, c'est pas un département qui a la réputation d'être atteint par la sécheresse, mais le temps a changé aussi, le temps évolue, le climat change, l'a dit très bien Frédéric. Donc l'eau est indispensable sur nos territoires. Et donc la gestion de l'eau sur les territoires est évidemment complètement indispensable pour les faire vivre, parce que l'activité économique agricole, mais également l'activité économique industrielle. À côté de l'endroit où je vis, où j'étais député, de la circonscription dans laquelle j'étais, il y a une petite région industrielle qui s'appelle le Vimeux, qui a encore 6000 emplois industriels, où les industries sont terriblement consommatrices d'eau, et ont rejeté beaucoup dans la nappe des produits pollués à une époque où on contrôlait moins, on ne contrôlait pas même. Et donc aujourd'hui, on a une nappe qui est dans un mauvais état. De la même façon qu'elle est atteinte parfois par les nitrates, elle est atteinte également par des résidus de métaux lourds dans des activités de décolletage, des activités de traitement des métaux. Donc on voit bien que l'eau est la meilleure des choses et peut devenir la pire si les hommes n'en prennent pas la mesure. Puis l'eau, elle est évidemment indispensable pour tout ce qu'on appelle les aménités. Il n'y a pas de chasse, en tout cas je suis dans la Somme, s'il n'y a pas d'eau. Il y a beaucoup d'oiseaux migrateurs. On a 350 espèces d'oiseaux migratrices qui passent au-dessus de la baie de Somme chaque année. Donc l'eau est pour eux indispensable. C'est un endroit de repos, de reproduction, et donc l'eau est essentielle. Mais c'est un endroit pour la pêche. La pêche est essentielle également pour les activités de tourisme des territoires. Et puis la randonnée, aujourd'hui, les gens aiment se promener dans les milieux humides. Donc vous voyez, très simplement, quand on regarde où on habite, où on travaille, où on se repose et on se promène, où les gens des villes peuvent venir se reposer, nos territoires ruraux, pour eux, l'eau, c'est aussi important que le sang dans nos veines. Et donc, c'est évident qu'un homme politique qui ne s'intéresserait pas à l'eau passerait à côté de beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a des choses qui préoccupent beaucoup nos compatriotes, c'est la qualité de l'air qu'ils respirent, la qualité de l'eau qu'ils ont à boire ou pour laquelle ils profitent de l'eau dans leurs usages quotidiens d'hygiène. Et donc, notre responsabilité, nous les élus, c'est de regarder comment on peut leur délivrer la meilleure eau au moindre coût, dans les meilleures conditions, mais également comment on peut faire pour faire en sorte que cette eau ne soit pas dans un état dramatique quand on la récupère, qu'elle soit trop polluée. Donc essayer de sensibiliser les gens à ne pas jeter des médicaments dans leur robinet ou dans leurs toilettes, etc., etc. Donc il y a une vraie politique d'éducation à la citoyenneté à partir de l'eau qui est tellement évidente dans notre vie que finalement on finit un peu par l'oublier tellement elle est évidente comme l'eau, comme l'air qu'on respire. Et donc je pense qu'il y a un vrai travail d'acculturation, de pédagogie. Je vois qu'on fait aujourd'hui au bord de la mer des aires marines éducatives pour tout ce qui concerne la qualité du littoral, mais peut-être que les enfants de nos communes pourraient être davantage sensibilisés à ces problèmes d'eau qui sont si vitaux pour notre avenir. Et puis l'eau, ça sera, je l'espère, bientôt une source d'énergie formidable. Ça l'est pour l'hydroélectricité, ça l'est pour des tas de choses. Ça l'est depuis des temps très anciens, puisque les moulins ont commencé à tourner avec de l'air, certes, mais aussi avec de l'eau. Mais il y a également tout ce qu'on peut imaginer pour l'hydrogène, qui est une énergie du futur, et il n'est pas impossible qu'on récupère de l'hydrogène à partir de l'eau un jour. Il y a très bel article, pour ceux que ça passionne, dans la dernière revue de l'énergie, sur la capacité de l'hydrogène à être une solution dans les années qui viennent pour la transition énergétique. Et donc, dans l'hydrogène, dans le H2O, il y a du H. Et donc, je ne suis pas chimiste, pardonnez-moi, je n'irai pas beaucoup plus loin dans la démonstration, mais si on extrait le H du H2O, ben on récupère de l'énergie. Le problème, pour l'instant, qu'on n'a pas résolu, c'est de le stocker, mais ça va venir. Alors, dans ma vie, je m'en occupe tout le temps, parce que je termine là-dessus. Quelques collègues qui ne sont malheureusement plus des parlementaires, pour avoir arrêté volontairement tous les deux. On avait créé Ramsar. Ramsar, tout le monde le sait, mais je le redis toujours, ça n'est pas un acronyme, c'est une ville de la mer Caspienne, en Iran, voilà. En 1971, à l'initiative d'un franco-suisse qui s'appelait Luc Hoffmann, qui est installé pas très loin d'ici, à la Tour du Vala,
et qui était installé, parce qu'il est malheureusement mort il y a 2 ans, qui était un chimiste d'une grande famille suisse engagé dans les laboratoires pharmaceutiques qui nous permettent de nous soigner aujourd'hui, a un peu quitté la famille. Il est quand même resté très au service de l'humanité, non pas dans les médicaments, mais dans sa défense de l'eau. Et il a convaincu un certain nombre d'États de créer une convention pour la protection ce que les anglo-saxons appellent wetland, et ce que nous avons traduit de façon pas très élégante, mais comme c'est pas un mot qui marche très fort quand on en parle avec les gens qui font du tourisme, ils disent vous n'avez pas un autre nom qu'une autre expression que zone humide, mais enfin c'est comme ça que c'est ainsi qualifié. Les zones humides d'importance internationale qui, mutatis mutandis, représentent un peu ce que le patrimoine mondial de l'UNESCO est pour les bâtiments et certains sites naturels. Les zones humides d'importance internationale sont désignées au titre de Ramsar à l'initiative des États et de la Convention, c'est-à-dire que c'est les États qui instruisent les dossiers. Il y a 9 critères, et c'est un de ces 9 critères. Si 2 ou 3 de ces 9 critères sont réunis, on peut désigner. À ce moment-là, c'est la Convention qui désigne, qui tient une convention des parties, comme toutes les organisations internationales. La prochaine se tient à Dubaï. On va désigner des villes Ramsar, et donc je préside une association qui fédère les gestionnaires de sites Ramsar pour les aider à mieux se connaître, mieux connaître les problématiques, mieux travailler ensemble. Et on a développé, on a été candidat, par exemple, on a suscité la candidature de plusieurs villes françaises qui vont être désignées à la COP de Dubaï là, dans quelques semaines, même pas quelques semaines, dans les jours qui viennent, qui vont être désignées villes Ramsar. Donc c'est un avantage de marketing, on dirait, dans les temps actuels, pour être mieux repérés, comme les sites patrimoniaux font cette publicité sur l'UNESCO. Ramsar est également une manière de se faire remarquer, parce qu'en général, les sites sont beaux, ils sont gérés, et ils sont intéressants sur le plan de la biodiversité. Je termine sur le climat, qui est évidemment essentiel sur cette problématique-là. Frédéric l'a très bien dit. L'eau est indissociable du climat, et du client aussi. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas de redevance, et il n'y a plus d'agence de l'eau, et il n'y a plus de... Bon, bref. Mais le climat, encore plus, parce que les zones humides permettent de filtrer. Et donc l'eau qui va dans la nappe passe à travers la terre dans des milieux qui sont adéquats pour filtrer l'eau et faire en sorte que quand elle arrive dans la nappe, elle est dans un meilleur état. Et donc elle est essentielle, cette zone humide, elle est essentielle pour la biodiversité qui y vit, elle est essentielle aussi pour le climat, parce c'est quelque chose qu'on s'est aperçu depuis moins longtemps, ou qu'on a mis en évidence depuis moins longtemps, c'est que ces zones humides permettent de capter du carbone, spécialement les zones tourbeuses. La vallée de la Somme, par exemple, qui est une grande vallée tourbeuse, vient d'être désignée, une tourbeuse de la tourbe alcaline, vient d'être désignée au titre de la Convention de Ramsar, c'est-à-dire que les 170 km de vallée aujourd'hui sont considérés, et le lit mineur et une partie du lit majeur, comme ayant une capacité considérable à absorber du carbone. Donc non seulement on y chasse, non seulement on y pêche, non seulement on y vit, mais c'est également une pompe à carbone aussi utile que la forêt amazonienne, même si elle est plus petite, mais préserver ces zones humides, préserver ces zones... Donc c'est à ça que je travaille en partie, et sur beaucoup d'autres sujets encore, mais ça serait trop long. Donc aujourd'hui, le focus, c'est la NEB, hein, adhérez nombreux, rejoignez-nous. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de PTB qui étaient représentés aujourd'hui, présents et représentés. C'est vraiment essentiel, hein. C'est votre association, et je pense qu'il faut vraiment, pour être fort, pour être entendu des pouvoirs publics, pour améliorer nos expériences collectives, hein, les présidents Jean Launay et Bernard Langlais vous le diront, et Frédéric vous le diront mieux que moi, mais c'est essentiel qu'on soit unis. Jean Launay nous a parlé de son appartenance aux élus de la montagne. Dieu sait si la montagne a été intelligente et active pour convaincre les pouvoirs publics des moyens qu'elle avait perdus, de ses faiblesses. Et parce qu'ils étaient unis, il n'était pas question de savoir si on était de gauche, de droite, on était élus de la montagne avant tout. Il faut que les élus de bassin aient ce même engagement, cette même volonté de travailler ensemble et de faire en sorte que... Voilà, alors réfléchissez sur vos zones. Peut-être vous avez des sites exceptionnels à faire désigner au titre de Ramsar. Moi, je suis à votre disposition pour en parler. Je lance toujours un appel. L'autre jour, j'étais en Bretagne. On m'a dit, vous avez lancé un appel à Brest il y a 2 ans. On a 5 zones Ramsar à vous proposer. Et donc, voilà, les monts d'arrêt vont candidatent pour être pour la zone des monts d'arrêt, une zone de tour magnifique. Je suis sûr que chez vous, il y a des zones magnifiques qui mériteraient d'être désignées au titre de Ramsar. Il y a la Camargue pas très loin, mais il ne faut pas penser qu'aux grandes zones. Il y en a des petites. Merci.
Merci beaucoup.